monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. On se retrouve du côté du parc Epcot aujourd'hui. Puis je profite toujours de mon été à travailler au Walt Disney World. Par contre, je dois vous avouer quelque chose, c'est que je fais pas juste travailler parce que j'ai découvert quelque chose que j'avais pas vu l'année dernière, mais il y a tout plein d'opportunités que Disney offre à ses cast members pour essayer gratuitement des tours guidés qui sont offerts normalement aux invités, et j'ai eu la chance d'en essayer deux que j'ai particulièrement adoré du côté du parc Epcot. Donc d'un côté on a le Undiscovered Future World et de l'autre on a le tour guidé World Showcase Destination Discovered. Donc c'est vraiment deux tours guidés que j'ai adoré, et aujourd'hui je vais vous partager 10 des secrets d'Epcot qui, entre autres, on nous partage dans ces tours guidés. Puis en fait, cette vidéo-là, c'est pas pour vous spoiler quoi que ce soit des tours guidés, mais plus pour vous donner un avant-goût de ce que c'est. Ou si vous avez jamais entendu parler c'est quoi ces tours guidés-là, bien ça va juste vous les faire découvrir. Donc c'est ça que je vais vous partager. Puis je tiens à préciser que c'est pas un top 10, donc il n'y a pas une ordre dans les secrets que je vais vous partager. C'est plus dans un ordre totalement aléatoire. Puis même, ça se peut que ça soit même pas les 10 meilleurs, parce que justement, les meilleurs, vous allez les découvrir pendant le tour guidé. Donc tout de suite, on va commencer avec le numéro 1. Le secret numéro 1 qui veut que Walt Disney avait imaginé Epcot à la base comme étant une ville au lieu d'un parc thématique. Et oui, les grands fans Disney la savent déjà celle-là, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que juste l'idée de la ville. Parce que Walt Disney voulait une ville où est-ce que toutes les grandes compagnies de ce monde puissent travailler ensemble, être rapprochées physiquement pour aider la communication entre elles, et puis les partenariats pour qu'ensemble, en s'unissant, au lieu de se faire compétition, on puisse unir les forces de tous et de toutes pour développer des meilleures technologies plus rapidement. Donc vraiment dans un environnement c'est ça, d'éviter toute compétition, et être vraiment dans un environnement de complicité. Et puis c'est ce qu'on a essayé quand même de reproduire ici avec Epcot, parce que suite au décès de Walt, on n'oublie pas que le projet de la ville Epcot, de l'Experimental Prototype Community of Tomorrow, a été bien sûr abandonné. Mais l'idée quand même de l'innovation, de réunir les compagnies, de réunir les gens partout à travers la planète, a été conservée avec le parc Epcot. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un parc thématique qui reprend l'idée de la foire internationale, mais cette fois-ci permanente, si on se souvient aussi que Walt Disney adorait, en fait il y a eu un grand impact dans la foire internationale de New York de 1964. Donc voilà, tout ce qui est innovation technologique, regroupement des cultures, c'est ce qu'on retrouve du côté du parc Epcot. Et puis on va retrouver ces petits, retrouver ces références-là, mais les références à cette philosophie-là de réunir les grandes compagnies, de réunir les cultures, ici, partout à travers le parc Epcot. Par exemple, la quête de commanditaires est un élément important de la philosophie de Walt Disney, qui veut regrouper toutes les grandes compagnies de ce monde pour mieux avancer dans l'avenir. Donc de nos jours, on a HP qui commandite Mission Space. Avant, on avait MetLife qui commanditait Wonders of Life. On a Test Track qui est commandité par Chevrolet, et puis on a eu également Siemens qui commanditait Spaceship Earth. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'idée de toutes regrouper les grandes compagnies innovatrices de la planète pour mieux grandir ensemble. Et puis c'est la même chose du côté du World Showcase. Donc on va aller chercher des commanditaires auprès de grandes entreprises de certains pays, ou bien directement des gouvernements des pays qui vont venir financer les pavillons du World Showcase. Pourquoi est-ce qu'on y va ici? C'est parce que la Walt Disney Company ne veut pas s'investir tout seul. C'est vraiment l'objectif d'un travail de groupe, de tous se réunir ensemble et puis avancer. Donc Epcot, le parc Epcot Walt Disney n'est que l'hôte de cette foire internationale. Alors le numéro 2, c'est
le choix des couleurs pour représenter différentes formes des sciences qu'on retrouve ici dans le Future World. Par exemple, derrière moi, c'est les pavillons de l'imagination, de l'End, de Seas with Nemo and Friends, autrefois de Living Seas. Donc on est beaucoup dans des sciences organiques, donc naturelles, donc la terre, c'est l'agriculture, les plantes. On a de l'autre côté la mer, donc encore une fois tout ce qui est la faune aquatique, aussi les océans, comment tout ça, ça évolue. On a l'imagination, veut pas, c'est pas quelque chose de matériel, quelque chose qu'on peut apporter. C'est pas tangible, c'est pas calculable, c'est vraiment juste naturel. L'imagination est là, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, tout ce qui est côté les sciences organiques. Et regardez quelle couleur on a choisi. On a davantage la couleur verte pour représenter ces sciences-là. Donc le vert côté plus naturel. Donc on va vraiment avoir le pavé au sol qui va prendre aussi cette couleur-là. Contrairement à cela, on va avoir de l'autre côté du Future World, donc du côté où on retrouve Test Track, Mission Space, autrefois Universe of Energy, ou aussi tout ce qui est Wonders of Life. Donc on est dans une thématique plus des sciences technologiques, donc la médecine, la science du déplacement, en tout cas tout ce qui est par exemple Test Track, l'innovation pour un déplacement efficace, puissant, l'exploration spatiale avec Mission Space, etc. Donc c'est pour ça qu'on reprend davantage la couleur bleue, encore une fois, symbole de la technologie. Et puis, encore une fois, le pavé se retrouve à être bleu. Et on est dans un environnement avec plus des formes non naturelles, donc beaucoup plus avec des lignes brisées, si on veut. Alors, pour ce secret numéro 3 d'Epcot, on va s'avancer davantage du côté du World Showcase Lagoon. Parce que je vais vous parler un peu du pavillon américain qu'on retrouve derrière moi, mais au départ, il était supposé se retrouver exactement où est-ce que je suis, donc à l'entrée du World Showcase. Et puis pourquoi est-ce qu'il était supposé être ici? C'était tout simplement dans l'idée de dire, ben, étant donné que le pays, les États-Unis, est le pays hôte du World Showcase, donc ça se passe aux États-Unis, c'est les États-Unis qui accueillent les gens à parcourir le reste du monde. Donc, je me dis, il vaut mieux commencer par les États-Unis, dire voici qui vous invite et vous souhaite la bienvenue, et puis aller découvrir le reste du monde. Donc, il était supposé se retrouver ici. D'où, d'un côté, nous avons l'un de ses voisins, le Mexique, et de l'autre côté, le Canada. Mais finalement, l'idée a été réfléchie, repensée. Et finalement, on s'est dit on allait mettre le pavillon américain à l'opposé du lac parce que, étant donné qu'une grande partie des visiteurs sont eux-mêmes américains et que le patriotisme américain est quand même très fort chez les citoyens américains, donc ils se sont dit, si on veut que les Américains prennent le temps de découvrir les autres cultures, mais il vaudrait mieux mettre le pavillon américain au fond complètement, parce que s'ils veulent aller visiter ce pavillon-là, ils vont devoir passer forcément par 4, 5, 6 autres pays avant d'arriver aux États-Unis. Et puis quand être à l'autre bout, autant continuer dans l'autre sens de la boucle pour faire le tour des pays. Tandis que si le pavillon américain était ici même, le monde pourrait passer la plus grande partie de leur temps dans le Future World, venir voir le pavillon américain, retourner dans les attractions avec un petit peu plus de sensations, qui bougent un peu plus, puisque les pays, c'est essentiellement des expositions, si on veut, mais en termes d'attractions, c'est beaucoup plus le Future World. Donc, ils se sont dit, si on veut que les Américains découvrent les autres cultures, il faut les forcer à traverser, dans le fond, les autres pays. Et puis, pour un petit peu, un petit secret bonus en lien avec la position des pays autour du World Showcase. En fait, pourquoi est-ce qu'on les fait toutes? Pourquoi est-ce qu'ils se font toutes face autour d'un lac? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une source d'eau? Eh bien, c'est tout simplement
parce que les développements des civilisations de partout à travers le monde, c'est fait d'abord et avant tout sur le bord d'un cours d'eau, que ce soit la mer, que ce soit un fleuve, que ce soit une rivière quelconque. À chaque fois, ça s'est fait sur le bord de l'eau, donc c'est pour représenter ça du même. Donc là, on a vu le rapport à l'eau qui est très important du côté du parc Epcot. Eh bien, ça continue du côté du Future World. Donc, ça fait un peu référence à ce qu'on avait au secret numéro 2. Mais pour ce secret numéro 4, on va voir que les sources d'eau du côté du Future World dépendent vraiment de l'environnement qui l'entoure. Donc, par exemple, on a le Cool Wash ici en arrière, qui est une source d'eau, on va dire, non naturelle. On ne peut jamais retrouver ça. C'est vraiment purement technologique de vaporiser de l'eau dans l'air, de vraiment avoir des jets d'eau. Donc, invention humaine. Donc, on va retrouver l'eau sous cette forme ici. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'on est dans la section des sciences technologiques, comme je disais. Donc, vraiment, toutes les sources d'eau, toutes les formes d'eau que vous allez trouver de ce côté-ci de Future World, donc du côté est, ça va être des sources qu'on va dire non naturelles. On va s'entendre sur quelque chose. C'est sûr qu'on va avoir, en fait, toutes les sources à Epcot sont pas naturelles parce que à un moment donné ou à un autre, on a creusé un lagon, on a instauré des bassins, mais c'est plus la manière qu'ils sont présentés. Des jets d'eau, c'est pas naturel dans la nature, donc on peut avoir des chutes d'eau, on y reviendra plus tard. Mais par exemple ici, un autre très bon exemple, source absolument non naturelle, surtout avec plein de couleurs comme ça autour. L'idée se poursuit de ce côté-ci de Future World, donc on voit, on a une chute d'eau. Bon, bien sûr, elle est inversée, mais ça reste que ça représente une chute d'eau quand même. Donc on parle d'une source d'eau plutôt naturelle. Sinon, partout de ce côté-ci, on va retrouver juste un petit étendue d'eau comme ça, de part et d'autre. Donc de l'eau calme. Évidemment, c'est pas un vrai lac, c'est pas une vraie source d'eau naturelle, mais c'est ce que ça veut représenter. On peut retrouver l'eau sous cette forme dans la nature. Donc, sinon, du côté de Seas with Nemo and Friends, ça arrive à l'occasion. Oui, il y a un jet d'eau, mais ça veut simuler une vague qui arrive. Même il y a un effet sonore qui représente la vague qui déballe sur le sable, sur les rochers, puis finalement l'eau revole dans les airs. Donc c'est ça, c'est pour illustrer davantage les formes naturelles d'eau qu'on peut retrouver dans la nature. Les formes naturelles d'eau qu'on peut retrouver dans la nature. C'était pas vraiment ma meilleure phrase là, mais vous comprenez l'idée. Numéro 5, donc on s'aventure un petit peu dans les pays du World Showcase parce que je vais vous parler cette fois-ci d'hybrides. Donc, tiens, les pavillons ici peuvent paraître majestueux, grandioses, mais en fait, ils sont quand même assez restreints dans leur grandeur. C'est pas, tu sais, c'est difficile de représenter tous les éléments d'un pays, surtout quand il peut y avoir différentes cultures dans le pays, il peut y avoir différents styles, on peut avoir la ville, la campagne, donc des fois c'est difficile de tout regrouper en un endroit aussi petit. Donc les Imagineers sont arrivés souvent à des principes d'hybride pour certaines pièces importantes des pavillons. Par exemple ici au Royaume-Uni, on a le fameux pub Rose and Crown. Donc, qu'on voit que la façade, en fait, il y en a comme plusieurs. On en a une ici, davantage plus jaune, plus pâle. On a quelque chose plus en brique. Et de l'autre côté, on a, vous voyez, avec plus du bois. Donc, ça représente, dans le fond, c'est une combinaison des différents styles de pub qu'on peut retrouver, dépendamment qu'on soit dans les villes anglaises, les campagnes anglaises, en tout cas différents contextes. Donc voilà, c'est ça le principe des hybrides et ça, il y en a partout dans le World Showcase. Donc là, on change de continent pour arriver dans le pavillon des États-Unis où est-ce qu'on va y aller avec le 6e secret d'Epcot qu'on va découvrir ici. Encore une fois, ça va être une petite technique utilisée par les Imagineers pour réaliser leur projet.
Et probablement que vous vous en souvenez, dans un épisode précédent, en fait dans plusieurs de mes épisodes, mais je pense particulièrement à ma vidéo sur Main Street que j'ai faite l'année dernière, je parlais de perspective forcée, à quel point est-ce que des fois on a des objets qui sont plus petits, qu'on veut faire paraître plus grands. Donc on a différentes petites techniques utilisées pour que ces objets paraissent plus grands. Donc, mais ici, c'est tout à fait le contraire. On a de la perspective forcée inversée. Donc, c'est quoi ça? C'est en fait, on a un objet qui est très grand. Par exemple, ici, ce bâtiment-là, on parle de 5 étages, mais c'est pas représentatif de l'époque coloniale américaine où est-ce que c'est très rare qu'on allait en haut de 3 étages. En fait, ça n'arrivait pas. C'était vraiment, on était limité à 3 étages. On veut représenter un bâtiment qui a juste 3 étages. Mais on veut quand même que le bâtiment ait du prestige, qu'on puisse le voir de loin. Donc, il faut le faire plus grand, mais démontrer comme s'il y a juste 3 étages. Donc, il y a différentes petites techniques. C'est un petit peu plus complexe. C'est plus dans le souci du détail qu'on va aller rechercher, qu'on va aller être capable de tromper l'œil. Et quand on est d'un petit peu plus loin, de faire penser que le bâtiment est que quelques étages de haut. Et je me tiens dans ce coin-là ici parce qu'on voit vraiment 2 indices très bons. En fait, 2 techniques. Premièrement, on a tout ce qui est la végétation. C'est rare qu'on va avoir des haies qui sont plus d'1 étage de haut normalement. Donc quand on est d'un petit peu plus loin, puis on voit ce fameux massif végétal, on va penser, au maximum, ça va être 1 étage de haut normalement. Mais en fait, ici, on est dans quasiment 2 étages de haut qu'il y a. Donc c'est... Vous voyez, on va venir jouer avec les volumes, on va venir jouer avec ce qu'on est habitué de voir pour faire penser que le pavillon est plus petit. Aussi, en termes d'architecture, on voit ici les murs de briques. On a une délimitation en plein milieu. Normalement, c'était vraiment pour délimiter les étages qu'on mettait des briques à la verticale, comme on peut voir vraiment la ligne en plein centre. Mais en fait, elle est à la hauteur du 2e étage, même 2 étages et demi, pour laisser paraître que dans le fond, c'est juste un étage, mais on est déjà pas plus bien. Ou sinon, les portes sont gigantesques. Normalement, les portes sont 2 fois moins hautes que ça. Donc, vous voyez, une sorte de petites techniques utilisées pour venir tromper l'œil, tromper le cerveau. Et même quand on est proche, le bâtiment paraît plus petit, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu plus, on dirait même pas que c'est un bâtiment de 5 étages. On croit vraiment que le bâtiment est plus petit. Donc, vous remarquerez tout ça quand vous serez à votre prochaine visite. Quand vous êtes ailleurs autour du lagon, vous pouvez voir le théâtre The American Adventure, de l'attraction The American Adventure, donc tout le bâtiment. On se retrouve à nouveau du côté du pavillon de Seas with Nemo and Fred pour se parler un peu des lounges privés. Parce que oui, à Epcot, il y a plusieurs lounges privés, des commanditaires des pavillons, des anciens commanditaires, et qui évidemment, ils sont toujours là, qui peuvent être soit loués pour des événements spéciaux, ou sinon, simplement, vous pouvez les visiter dans les tours guidés. Évidemment, ils sont toujours aussi entretenus. Donc, par exemple, du côté de Space Shepherd, on est allé dans le Simmons Lounge, qui autrefois accueillait tous les gens travaillant pour Simmons. Ils pouvaient aller se reposer dans ce petit lounge-là où est-ce qu'on leur fournissait de la nourriture, des boissons. Donc, c'est ça. Pareil du côté de Mission Space, étant donné que c'est commandité par HP, on a aussi un lounge pour eux. Mais du côté de Living Seas, autrefois, lorsque le pavillon a ouvert, c'était United Technologies qui commanditait le pavillon. Et puis donc, il y a un super lounge où est-ce qu'on voit l'aquarium. C'est le meilleur point de vue qu'on peut avoir de tout l'aquarium. Puis c'est seulement les gens qui travaillaient pour cette compagnie qui avaient accès d'y aller. Donc, en plus, c'est vraiment très beau dans son design. Donc, j'ai pas pu filmer sur place. J'ai pris quelques photos, par contre, pour vous montrer ça ressemble un peu à quoi. Donc, c'est vraiment aussi des petits lounges comme ça qu'on peut retrouver dans le tour guidé, qu'on peut aller visiter. Donc, c'est tout le temps bien intéressant à aller voir parce que ça reste des petits secrets que normalement, on n'a pas accès, que cette fois-ci,
c'est ouvert au grand public. Donc pour les passionnés vraiment très fans d'Epcot, c'est vraiment un tour à aller voir le Undiscovered Future World. Pour le secret numéro 7 d'Epcot, on va faire un retour sur la philosophie de Walt Disney qui voulait que les grandes compagnies de ce monde se regroupent ensemble pour amener des nouvelles innovations technologiques. En fait, que Epcot, la ville qu'il voyait, soit en fait une grande source autant d'inspiration, mais que soit un peu le lieu d'expérimentation de nouvelles technologies. Et c'est ça aussi qu'on fait du côté d'Epcot, par exemple, avec Test Track. On a essayé une nouvelle technologie pour supporter des voies. Donc, où est-ce que les voitures passent? Les poutres, en fait, ils sont sur un principe de pivot. Donc, qui permet, lorsque chaque voiture, là, ça va devenir bruyant quand les voitures vont passer. Donc, je vais m'arranger pour que vous m'entendiez pareil. Mais lorsque les voitures passent, ça apporte normalement un stress sur la route. Et puis, ce stress-là, étant donné qu'on a une connexion physique et rigide entre la route et le sol, c'est ça crée un stress sur l'infrastructure, sur la voiture et sur les passagers, ce qui n'est pas vraiment bon. Mais ici, du côté d'Epcot, ce qu'on expérimente, c'est en fait un principe de pivot. Ceux-là sont plus ou moins clairs. Je sais que plus loin, voilà, je vais vous en montrer un ici, qui est visible. Donc, on peut voir un peu entre les branches. C'est pas vraiment clair. Donc, on peut voir un peu entre les branches ici, le principe de pivot entre les poutres et la piste. Donc, ce qui fait en sorte que quand une voiture passe sur la piste, la vibration que ça va générer, en fait, par le principe de pivot, va juste venir s'annuler. Donc, puis même, on peut le voir, ils sont vraiment bien attentifs, on peut voir la piste un peu se balancer à chaque fois qu'une voiture circule dessus. On continue à voyager, cette fois-ci, on est en Asie, plus spécifiquement en Chine, pour ce 9e secret d'Epcot. Donc, quel est-il? En fait, c'est tout en lien avec l'entretien des pavillons. La Chine, c'est le parfait exemple parce qu'ici, on a toutes sortes de petites peintures faites à la main. Donc vraiment avec des détails très raffinés. Puis, tu sais, c'est des couleurs vives. On veut pas que ça soit un petit peu brûlé par le soleil. On veut pas... Tu sais, des fois, il y a certaines zones, principalement dans le pavillon, où est-ce qu'on peut même avoir un contact physique. Donc, on veut pas que ça se dégrade rapidement parce qu'après ça, l'entretien de ça, il faut fermer une section du pavillon, faire de la peinture, mais ça prend pas une soirée faire de la peinture de ça. Donc, ça serait fermer une partie du pavillon pendant plusieurs mois juste pour ajuster la peinture. Puis ça se fait régulièrement de l'entretien comme ça, tellement qu'il y a du détail. En fait, Disney est allé vraiment chercher une petite technique pour s'éviter des problèmes d'entretien, puis en même temps de nuire au côté spectacle pour les invités si la moitié du temps les sections sont fermées pour refaire la peinture. Et puis, ils sont arrivés à un principe qui est utilisé beaucoup dans le pavillon ici, mais même un petit peu partout, pour ces peintures-là. C'est qu'en fait, tout est fait à la main, mais sur juste un médium quelconque, mais en tout cas, à plat, pas directement sur la structure. Donc, c'est peinturé à part. Le tout est scanné avec un scanner de haute qualité, donc pour avoir le maximum de qualité en tout cas pour qu'on puisse le réimprimer par la suite avec une qualité d'impression extraordinaire. Donc, et puis qu'à la suite, c'est comme des gros autocollants qui vont venir mettre sur chacune des structures ou chacun des façades ou peu importe où va se retrouver cette peinture-là. Donc oui, ça a été peinturé à la main, mais c'est photographié puis réimprimé comme ça. Bien moindrement que c'est magané un peu, soit par le soleil qui vient changer la couleur des guests, des invités
des fois, ben, ils veulent juste s'approcher, veulent découvrir, veulent avoir une petite sensation de texture, viennent toucher à ça, ça peut le dégrader. Et puis, donc à ce moment-là, pendant la nuit, c'est facile, on a juste à retirer le morceau. On en imprime un autre, on vient le coller exactement au même endroit et c'est réglé. Donc, en quelques minutes, ils peuvent refaire des peintures faites à la main. Instantanément. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc vous voyez, il y en a vraiment partout ici. Donc imaginez si il fallait tout le temps fermer certaines sections pour l'entretien. Donc c'est vraiment une belle petite technique que Disney a développée. Et puis ça s'est popularisé parce que de nos jours, même ça peut se retrouver vraiment partout, soit dans d'autres parcs thématiques, soit simplement sur des bâtiments modernes. Donc ça fait partie des techniques architecturales et pour le paysage. Se faciliter la tâche, mais avec une beauté tout aussi égale à des vrais. Bon, c'est sûr, c'est pas pareil, on va pas ressentir la texture du coup de pinceau. Je suis d'accord, mais ça reste qu'au loin. Donc visuellement de loin, on dirait que c'est identique. Donc c'est vraiment une très belle technique développée par les Imagineers, encore une fois. On arrive à notre dernière destination pour ce vidéo de 10 secrets qu'on retrouve à Epcot. Mais là, je vais venir vous mélanger un peu parce qu'on dit souvent que le Magic Kingdom, c'est le parc où est-ce qu'on retrouve le château du Walt Disney World. Mais à Epcot, en fait, il y en a aussi un château. C'est justement ici, dans le pavillon de la Norvège, qu'on va venir le retrouver. Donc, c'est l'infrastructure juste ici. C'est un château très connu de Norvège. C'est du royaume d'Akershus. Donc, d'où le nom du restaurant qui s'appelle Akershus Royal Banquet. Bon, en tout cas, c'est ça. Donc, le bâtiment ici, on ne sait pas trop c'est quoi, ça ressemble à une forteresse. En fait, c'en est bien une parce que c'est la forteresse du château d'Akershus. Et ce château-là est tout plein d'histoires pour la Norvège parce qu'il y a eu différentes batailles, différentes guerres qui se sont déroulées dans l'histoire, évidemment, de la Norvège. Et c'est le seul bâtiment qui a su ne pas se faire, qui a su, dans le fond, résister à des dizaines d'attaques sans qu'aucun ennemi réussisse à pénétrer la forteresse. Donc maintenant, vous savez qu'à Epcot, on a aussi un château. Donc pensez à prendre tout plein de photos comme à Magic Kingdom. Il y a vraiment des belles possibilités d'avoir des souvenirs intéressant. Bon, voilà, vous avez maintenant une bonne idée de ce que ces tours guidés peuvent vous apporter comme information, quel fait intéressant, donc c'est vraiment juste un petit échantillon que je vous ai donné. Vous allez voir, juste visiter les lieux, puisqu'il y a aussi, comme je disais, les lounges privées. Mais on va des fois en backstage pour voir. On parle par exemple du Food and Wine Festival. Comment est-ce que, c'est dans le tour du World Showcase, le Food and Wine Festival. En fait, tous les festivals, comment est-ce qu'on gère tous les petits kiosques de nourriture. Donc, il y en a vraiment beaucoup qu'on en apprend vraiment sur tout. C'est des tours qui durent entre 4 et 5 heures. Donc, c'est quand même assez long. Donc, à considérer si jamais vous n'êtes pas forcément des bons marcheurs ou si avec la chaleur de la Floride, des fois, ça peut être plus difficile pour certains. Donc, juste à prendre en considération, rester tout le temps bien hydraté pendant ces tours-là. Et puis, ce qui est assez plaisant, c'est qu'on reçoit aussi en souvenir une petite pin à l'effigie du tour, vraiment exclusif. On ne peut pas l'acheter ailleurs. C'est vraiment en participant au tour qu'on reçoit cette fameuse épinglette. Et puis ce qui est le fun, c'est que si vous faites les deux tours, c'est des pins complémentaires, donc ça crée un petit lot, donc c'est tout le temps bien intéressant de les avoir une à côté de l'autre. Démontrer que maintenant on connaît parfaitement l'histoire d'Epcot et les faits intéressants qu'on peut y retrouver. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager à vos amis et à votre famille pour c'est ça, partager l'histoire de Disney. Si vous voulez avoir d'autres conseils que je vous fasse découvrir,
d'autres petits faits intéressants. Bien, pas faits intéressants, mais que je vous fasse découvrir des activités qu'on ne connaît pas forcément du côté du Walt Disney World. Bien, vous pouvez me contacter au maxime@wdworld.com si vous avez un voyage prévu du côté de Walt Disney World. Bien, en écrivant là, je peux vous faire une soumission complète totalement gratuitement, puis s'occuper ensuite de votre réservation pour votre voyage du côté du Walt Disney World. Je vais pouvoir vous partager toutes sortes de trucs, de conseils. Je vais pouvoir prendre en charge vos réservations de restaurants, de fast-pass si vous avez été vraiment avec tout. Et bien sûr, si vous recherchez des activités un peu hors du commun, comme des tours guidés, comme des petits événements spéciaux, je connais tout ça par cœur. J'en ai essayé plein. Et puis, ça va me faire vraiment un énorme plaisir de vous aider. Donc, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'ai déjà très hâte de vous revoir, d'être là avec vous. C'est tellement plaisant de se promener dans les parcs thématiques et vous partager ma passion et les parcs Disney et son histoire.